Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Débriefing. Débriefing, émission sur B1 Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Comment se porte la communication gouvernementale ces derniers temps lorsque des membres du gouvernement se contredisent sur le saccage de Saint-Dominique, sur Kamwina Sampo, sur Némoine Dansemi. Justement, où est Némoine Dansemi? Sa résidence est assiégée. Pourquoi n'est-il pas arrêté? Et est-ce que c'est parce que la police a peur de ces présumés gris-gris? Et il y a cette vidéo de la tuerie du Kasaï, vidéo controversée. Le gouvernement est sous pression. L'ONU a diligenté une enquête, Amnesty International dénonce. Il y a également cette question, le chef de l'État et la Senko, quelle évolution retenir? 3 noms ou un seul candidat Premier ministre? C'est un véritable dialogue de sourds. Sérieusement, est-ce que les élections auront lieu en ce 2017? Le M23, entre-temps, est de retour. Les stations-service fermées tôt ou ouvertes tard. On n'est pas encore dans la pénurie, mais on n'en est pas loin. Et enfin, KTB Katoto qui revient au pays. Il ne manquait que le tapis rouge. Ça veut dire quoi? On se pose cette question. Que devient sa condamnation pour meurtre en 95? Est-ce qu'il y a prescription ou absolution? J'en parle évidemment avec le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Il est également autorité morale du parti politique Convention des Congolais Unis. Lambert Mende, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, comment vous sentez quand on vous qualifie de Tchakou National? Ça, on le sait. Maintenant, c'est vous zélateur et monsieur multimédia. Ça vous fait sourire ou ça vous blesse? C'est dérisoire, ça me fait sourire, c'est ridicule. Ça n'a même pas d'intérêt. Il faut n'avoir rien à dire pour perdre son temps avec de tels propos. Et j'ai des choses tellement sérieuses à aborder pour ne pas m'attarder sur des petits infantilismes de cette nature-là. Alors, vous êtes en vedette dans la dernière parution de Jeune Afrique. Je cite un spécialiste du déni et de la théorie du complot dont vous auriez fait les mamelles de la communication gouvernementale congolaise. Si Patrice Lumumba n'est pas mort, alors c'est une théorie imaginaire. Mais je pense que nous avons un corps d'un Premier ministre élu dans ce pays qui a disparu à tout jamais, noyé dans de l'acide sulfurique. Je pense que c'est des faits réels qui sont en train de se renouveler. Aujourd'hui, si l'Est du pays n'était pas agressé à partir de là où nous savons, nous serions dans l'imaginaire. Donc nous sommes dans la réalité. Et c'est bien facile à partir de Paris d'inventer des théories qui consistent à nous discréditer parce que nous défendons ce qui est à nous et que ceux qui se croient les maîtres du monde veulent s'accaparer. Mais pour nous, nous continuerons en dépit de ces insultes ou de cette tentative de nous discréditer à défendre cette terre que nos ancêtres nous ont léguée. Alors, ils ont des exemples. Le dernier en date, c'est vos déclarations sur la vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On va en reparler. Il semble que d'abord, vous avez reconnu que c'était des crimes et que des militaires sont poursuivis pour ces crimes-là. Après, vous êtes revenu sur ces déclarations pour dire que c'était pas des violations graves, que c'était juste des violations de consignes militaires et de triviales extorsions de biens. Vous savez, la recherche du sensationnel fait dire beaucoup de choses à des journalistes qui n'ont pas la connaissance de la science du droit. Vous savez, le droit a sa terminologie. Et je ne sais pas où se situe la contradiction dans la communication du gouvernement. Dès le premier jour, jusqu'au moment où nous parlons, nous avons une seule lecture de ces événements. 1. Il y a eu le 21 décembre 2016 des affrontements entre une patrouille des forces armées de la RDC avec un groupe terroriste qui se cache derrière la dénomination de Kamwina Sampo à 25 km de Mbujimaï. 2. Au cours de ces affrontements, 13 personnes, c'est-à-dire terroristes, ont été neutralisées, si vous le voulez. Des armes ont été saisies. 3. Au cours de ces affrontements, des actes d'indiscipline, des actes d'extorsion, d'autres actes qui préjudiciaient des populations inoffensives ont été commis par un certain nombre d'éléments de nos troupes
qui ont été attraits devant la justice militaire, c'est-à-dire formellement les cours supérieurs militaires qui sont en place à Mbuji-Mayi et à Kananga. 4. Que la vidéo qui a été affichée sur les réseaux sociaux et sur laquelle beaucoup de gens se sont émus, qui est anonyme, dont nous ne savons même pas qui est l'auteur, parlant d'exécutions sommaires de gens... On y voit des exécutions sommaires. Oui, qui évoque des exécutions sommaires, n'a strictement rien à voir avec les faits pour lesquels nous sommes en train de poursuivre des militaires à Mbuji-Mayi et à Kananga. Qu'est-ce qui a été dit de nouveau? Qu'est-ce qui a été dit de différent jusqu'à aujourd'hui? Nous avons lancé un appel à témoins pour qu'on puisse nous dire si, en plus des faits pour lesquels ces militaires sont poursuivis, il y a d'autres faits, tels qu'on les voit dans la vidéo, qui puissent nous amener à incriminer soit d'autres militaires, soit les mêmes, mais pour d'autres incriminations. C'est ça le droit. Et en fait, nous avons découvert l'origine de la vidéo à Bruxelles. Ce n'est pas à Bruxelles que les faits se sont passés, mais c'est à Bruxelles que la vidéo a été mise sur les réseaux sociaux. Il y a eu même un aveu à l'agence belga par l'auteur de cette vidéo, M. Mudoza, qui reconnaît avoir mis cette vidéo sur l'agence. Je peux même vous donner son numéro de téléphone et sa photo, parce que la technologie, madame, elle a évolué. On ne peut plus être à l'abri, se croire à l'anonymat derrière son smartphone ou derrière son écran d'ordinateur. Alors, dire qu'il y a eu des contradictions, où sont les contradictions? Peut-être que c'est les gens qui ne maîtrisent pas la science du droit et qui ne connaissent pas les mots tels qu'on les utilise dans le droit. Lorsqu'on poursuit un militaire pour extorsion, on ne le poursuit pas pour exécution extrajudiciaire. Voilà tout. Alors au départ, vous aviez parlé d'un montage. Mais jusqu'à présent, personne ne nous a prouvé que ce n'est pas un montage. Et d'ailleurs, ce matin, je viens d'apprendre que cette vidéo circulait déjà dans les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, depuis l'année dernière, je pense à la première moitié de l'année dernière. Nous allons le démontrer. Donc c'est toujours un montage pour nous. Alors, où est la contradiction? Je ne vois pas. C'est facile de vouloir comme ça jeter du sucre sur le dos d'un gouvernement parce que... ça ne se passe pas dans le Kasaï. Mais c'est un montage, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne se passe pas dans le Kasaï. Ça ne s'est pas passé comme ça le 21 décembre 2016 à Mwanza-Lomba. Mais peut-être un peu plus tard. Mais nous avons lancé un appel à témoins. Si vous connaissez là où ça s'est passé, dites-le moi. Nous avons demandé qu'on le dise au procureur militaire, c'est-à-dire l'auditeur général à Kinshasa, les auditeurs supérieurs à Mbuji-Mayi et à Kananga. Jusqu'à ce matin, on y entend des gens parler Swahili et Lingala, s'adressant à des gens qui sont des Kamwina Sampo. Et c'est la preuve que ça s'est passé le 21 décembre et que ce sont nos troupes. Je dis un peu plus tard, mais ça reste dans le Kasaï. Non, mais c'est la preuve que ce sont nos troupes. Contre des combattants Kamwina Sampo. Est-ce que le fait qu'on parle de Lingala et Swahili, c'est la preuve que ce sont nos troupes? Donc dans ce vaste monde, dans ce vaste Congo, il n'y a que nos troupes qui parlent Lingala et Swahili. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Kamwina Sampo, c'est dans un seul coin, sur Terre. Mais écoutez, madame, même à Paris, même au Canada, même ici à Kinshasa, même je sais pas moi, à Kasumbalesa, vous pouvez tourner un film et vous prononcez le mot Kamwina Sampo. Ça ne veut pas dire que ça se passe au Kasaï. Ça ne veut pas dire que ce sont les militaires congolais qui sont à la base. Est-ce qu'il y a des investigations? Nous sommes dans le droit. Excusez-moi, nous sommes dans le droit. Ce n'est pas un roman. Nous sommes dans le droit. Il faut nous donner des faits. Est-ce qu'il y a des investigations pour attester l'authenticité de la vidéo? Mais puisqu'on vous l'a dit, dès que la vidéo est sortie et que nous nous sommes rendus compte que les faits qui sont très graves, atroces, que nous voyons sur cette vidéo n'ont rien à voir avec les faits pour lesquels des militaires sont poursuivis, parce qu'ils sont poursuivis pour des faits, par exemple, d'extorsion, ils sont poursuivis pour des faits, par exemple, d'incendie. Dans la vidéo, on voit des exécutions extrajudiciaires, extrêmement atroces. Que les faits ne sont pas les mêmes, le président a donné des instructions au gouvernement. Et le ministre de la Défense a désigné des hauts magistrats militaires qui sont descendus. Ils y sont encore, madame, à Kananga et à Mbuji-Mayi, prêtez main forte aux équipes qui sont en train d'enquêter sur ces faits qui se sont déroulés à Mwanza-Lomba le 21 décembre pour savoir si on n'a pas caché certains faits. Nous n'avons pas encore ce rapport-là. C'est pourquoi nous avons lancé avant-hier un appel à témoins qui n'a encore donné aucun témoignage jusqu'à maintenant.
Vous voulez que je l'avoue pour faire plaisir à ceux qui veulent faire du sensationnalisme? Je ne le ferai pas. Alors vous ne l'avouez pas, mais il y a certains membres du gouvernement justement qui ont reconnu qu'il y a Lesquels, madame? des Dites-les-moi. C'est qui? Le ministre des Affaires étrangères, par exemple, qui a dit qu'il y a des éléments de l'armée qui ont besoin d'un peu plus de formation. Mais alors, excusez-moi, arrêtons-nous là. Le ministre des Affaires étrangères a dit qu'il y a des éléments de l'armée qui ont besoin d'un peu plus de formation. Mais qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'ai dit que nous sommes en train de poursuivre des éléments de l'armée qui se sont rendus coupables d'actes d'extorsion, d'actes, par exemple, d'incendie et tout ça. Mais c'est ça l'indiscipline. Qu'est-ce que le ministre a dit d'autre? Pourquoi vous voulez m'opposer au ministre des Affaires étrangères? C'est la même chose que nous disons. Nous disons que nous poursuivions des éléments de l'armée. Et lui, il vous dit que les éléments de l'armée ont effectivement besoin de plus de formation. Mais si nous les poursuivons, c'est qu'ils n'ont pas accompli leur devoir. Mais aller jusqu'à dire que cette phrase du ministre des Affaires étrangères revient à un aveu que ce qui est sur le film est attribuable au FRDC, c'est vous maintenant qui brodez. Ça n'a rien à voir avec les faits. Je me limite à poser des questions. Et la grande question, c'est donc vous ne m'avez pas prouvé que le ministre des Affaires étrangères a dit que ce qu'on voit sur ce film est attribuable au FRDC. Il a dit que les FRDC ont besoin de formation. Et moi, j'ai dit que les FRDC, certains d'entre eux sont en train d'être poursuivis pour indiscipline. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être un peu plus disciplinés. Où est la différence entre ce que j'ai dit? Pourquoi chercher à dire qu'il y a contradiction entre les ministres? C'est simplement pour faire du sensationnalisme. Il n'y a aucune contradiction, nous avons dit la même chose. Alors, si vous le dites, il y a Amnesty International... Ce n'est pas si je le dis, c'est la même chose que nous avons dit. Amnesty International, les Nations Unies, qui se sont inquiétés et cherchent à savoir si effectivement il y a eu massacre. Ne nous entremêlons pas les pinceaux, madame. Amnesty International est une ONG qui a ses intérêts particuliers. Nous sommes plus préoccupés par les remarques des Nations Unies, parce que nous sommes membres des Nations Unies. Alors je vous répondrai d'abord que les Nations Unies ont publié, pas plus tard qu'hier, un rapport où elles ont reconnu par le Bureau conjoint des Nations Unies en République démocratique du Congo sur les droits de l'homme qu'il y a nettement moins de violations des droits de l'homme en 2016 que l'année précédente. Donc il y a déjà quelque chose de bien. Les ONG ont leurs objectifs, vous savez, la recherche de budget, etc. Ils ne sont pas au Congo, Amnesty n'est pas au Congo. Nous préférons faire plus foi au rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui donne une sorte de satisfecit, même si ce n'est pas encore le paradis, ce n'est pas encore la panacée. Et quand il y a une opinion qui demande qu'une enquête soit ouverte sur ces massacres présumés? Mais croyez-vous qu'on aurait pu arrêter des militaires au mois de décembre de l'année passée, qu'ils soient en train de passer en jugement au moment où vous et moi nous parlons maintenant, puisqu'une procédure judiciaire, ce n'est pas un jeu, ils sont encore en train de comparaître, que ces arrestations, que ces jugements, ce n'est pas une enquête, c'est une enquête. Croyez-vous que lorsque le président ordonne au ministre de la Défense de commettre des hauts magistrats pour descendre à Kananga et à Mbujimaï, c'est pour du tourisme, mais c'est pour une enquête? Alors on n'a pas besoin que les Nations Unies nous le disent. C'est dès que le film a été diffusé que le président a demandé que les magistrats qui travaillaient déjà sur ce qui s'est passé à Mwanza-Lomba soient appuyés par des magistrats un peu plus qualifiés qui viennent de Kinshasa pour savoir s'il n'y a pas des faits qu'on a cachés aux magistrats. Donc le Congo a déjà pris toutes les mesures nécessaires. Et croyez-moi, madame, la justice de votre pays, la justice militaire de votre pays, elle mérite un peu plus d'égard que cela. Et toute l'Afrique et tout le monde entier reconnaît la valeur de la justice militaire congolaise. Pourquoi? On vient de créer une cour spéciale internationale pour juger les crimes de guerre en République centrafricaine. Et qui, le secrétaire général des Nations Unies, a-t-il nommé comme procureur spécial près de cette cour pour connaître les crimes de guerre en République centrafricaine? Un magistrat militaire congolais, madame. Alors soyez un peu fiers de votre justice, au lieu de toujours croire que nous avons besoin d'experts, que le monde n'a pas besoin de notre expertise. Nous avons une expertise, respectons-la. Donc nous n'avons besoin ni d'Amnesty, ni du Bureau conjoint des Nations Unies, ni des États-Unis, ni de la France pour rendre notre justice opérationnelle et crédible. Elle l'est, puisque c'est reconnu par le monde entier. Le saccage de Saint-Dominique, cette paroisse de Limete à Kinshasa, que s'est-il passé? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les auteurs? Je vous mentirais si je vous disais que le gouvernement sait déjà ce qui s'est passé. Le gouvernement s'est limité à condamner
ce qui s'est passé à Saint-Dominique-Alimété. Le gouvernement s'est limité à donner l'ordre à la police pour que les recherches soient entreprises, des enquêtes approfondies soient entreprises, puisque c'est une violation de la liberté des cultes qui est garantie par la Constitution, une violation d'un droit de l'homme important dans notre pays, et nous attendons le rapport de la police. À ce sujet, il y a une certaine presse qui a dit également qu'il y a des membres du gouvernement qui se sont contredits. Sur le Je sais pas, dites-moi en quoi. Il faut toujours me dire en quoi. Il ne suffit pas de dire le gouvernement s'est contredit. Je vous ai prouvé ici que nous ne nous sommes jamais contredits. Dans les premières déclarations, on a attribué ça aux combattants de l'UDPS. Qui, dans le gouvernement, a attribué aux combattants de l'UDPS? Vous voyez, c'est des histoires. Qui? Je ne vois pas, ni moi, porte-parole du gouvernement, ni le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui a tenu un point de presse en ma présence au Grand Hôtel, n'a attribué ça à quelques combattants de quelque parti que ce soit, puisque la police, notre police, est en train de faire des recherches. Et nous n'avons pas l'habitude d'outrepasser nos pouvoirs, qui ne sont pas des pouvoirs judiciaires. C'est la police qui est auxiliaire de la justice, qui présentera son rapport. Nous en recevons copie parce qu'elle relève administrativement du ministère de l'Intérieur, mais c'est la justice qui va disposer de ça. Où est le chef de Bundu Diamayala, Nimanda Semi? Aux dernières nouvelles, il était calfeutré chez lui, avec un bouclier humain, et des enfants, des femmes, etc., encerclés par les forces de sécurité qui entendaient perquisitionner sa résidence. Et donc, pour éviter de préjudicier ces personnes, surtout des enfants et des femmes, la police a pris son temps avant de pouvoir procéder au devoir de perquisition. Voilà tout ce que je sais. Je ne sais pas s'il y a eu une évolution dans la nuit. Je serai incapable de vous le dire. Donc à ce stade, sa maison est toujours assiégée et n'est pas toujours arrêtée? Absolument, dans la mesure où le parquet exige que sa maison soit perquisitionnée. Parce qu'il y a eu des troubles graves de son fait et du fait de certains membres de sa formation politico-mystico-religieux, aussi bien à Kimpese, à Songololo que dans d'autres localités du Bas-Congo. Il ne peut pas vous étonner que la justice cherche à perquisitionner sa résidence. Et donc la justice a donné l'ordre à la police qui agit en sa qualité d'auxiliaire de justice. Il s'oppose à cette perquisition et il a mis des boucliers humains. Ça rend difficile la tâche des agents, mais je pense qu'en fin de compte, force va revenir à la loi. C'est tout ce que je peux vous dire. Il était au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Aujourd'hui, il fait volte-face. Pourquoi, d'après vous? Il faut lui poser la question. D'après ce que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a dévoilé, il s'agissait d'une affaire sentimentale, une affaire de relation entre lui et son vice-président, qui se trouve être son beau-frère et qui se trouve être vice-ministre dans le gouvernement actuel et avec lequel il a eu maille à partir parce qu'il a répudié sa sœur pour épouser en deuxième noce sa prophétesse, et donc un conflit est né qui a entraîné des désordres. Tout cela est du domaine privé, mais par la suite, ces conflits a provoqué mort d'homme. Et donc à partir de là, l'État est intéressé à cela, l'État est intéressé à mettre fin à des désordres qui entraînent des morts d'hommes ou qui préjudicient des citoyens congolais. En clair, il aurait voulu être nommé au gouvernement, en lieu et place de son secrétaire général. C'est une affaire sentimentale. Jusque-là, je ne peux pas vous dire exactement les limites, ce qu'il en est, mais une affaire de calcul politique. Il y a un conflit entre lui et son vice-président, qui est son beau-frère, et voilà, ça a dégénéré. Alors, le chef de l'État et la CENCO, quelle évolution faut-il retenir? La CENCO a, à notre connaissance, fait rapport au président de la République de la mission des bons offices que le président, sur pied de l'article 69 qui lui reconnaît des pouvoirs d'arbitrage lorsqu'il y a dysfonctionnement dans les institutions, de la mission des bons offices qu'elle a menée. Et le président, d'après ce que je sais, a été que la CENCO a accompli plus de 95% de la mission des bons offices, et le président a encouragé les évêques de la CENCO à terminer le peu qui reste, les 5% qui restent, et qui tiennent notamment au processus de finalisation et de signature de l'arrangement particulier qui a été aussi complètement vidé, sauf
quelques points concernant notamment le processus de désignation du Premier ministre. Et nous attendons que la Synco termine l'Assemblée générale qu'elle a, puisqu'elle a aussi des devoirs prophétiques, avant de pouvoir reprendre cette petite partie et la terminer le plus tôt possible. 3 noms ou un seul candidat Premier ministre, que gagnerait ou perdrait la majorité dans l'un ou l'autre cas? Le respect de la Constitution, madame. Puisque cette disposition de l'accord dit textuellement ceci, le Premier ministre est présenté par le Rassemblement et nommé par le Président de la République, conformément à l'article 78 de la Constitution. Et l'article 78 de la Constitution dit que le Président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Donc on n'impose pas au Premier ministre, au Président de la République, un Premier ministre. C'est lui qui nomme. Alors au lieu de prendre lui-même l'initiative de choisir au sein du Rassemblement qui va être maintenant coopté dans la majorité parlementaire, pas dans la majorité présidentielle, le président a demandé que 3 noms lui soient présentés pour qu'il puisse assumer sa charge de nommer et pas d'investir quelqu'un qui est nommé par quelqu'un d'autre. Sinon, le président ne serait pas réellement en phase avec la Constitution. Alors, ce qu'il y a, c'est que, semble-t-il, vous ne voulez pas de Félix Tshisekedi, qui est, selon l'autre camp, le candidat, et que vous voulez plutôt de quelqu'un que vous pouvez avoir avec vous. Je ne suis pas là pour évoquer ces questions, puisque je ne suis pas président de la République. Je ne suis pas là pour évoquer ces questions parce que nous n'avons pas encore reçu les 3 noms, pour vous dire que M. Félix Tshisekedi fait partie des 3 noms. Donc c'est un débat qui me paraît tout à fait prématuré. Là-bas, ils disent que c'est Félix Tshisekedi ou... Mais on ne peut pas imposer au président un Premier ministre, fût-il Félix Tshisekedi. Il faut donner 3 noms, peut-être parmi lesquels Félix Tshisekedi, et voir comment le président va réagir. En tout état de cause, c'est le président qui nomme le Premier ministre. Ben, vous semblez ne pas vouloir, je répète la question, vouloir de Félix Tshisekedi. Non, ça c'est un procès d'intention. Ce que nous semblons, ce que nous ne semblons pas, ça n'a strictement rien à voir. Nous ne sommes pas le président de la République. Nous sommes la majorité présidentielle. Et le président de la République est le président de la République. C'est une institution à part, différente de la majorité, même si c'est lui qui est le chef de la majorité. Il faut savoir faire ce distinguo. Vous savez, le droit doit être encore mieux compris par ceux qui analysent les faits de société dans notre pays. Alors là-bas, on répond qu'on a tellement péché contre la Constitution qu'autant aussi pécher à ce sujet-là et non, madame. laisser... Ouais. On ne peut pas pécher contre la Constitution. Ce n'est pas acceptable. Dites-moi en quoi est-ce qu'on a péché contre la Constitution. Citez-moi un seul cas. L'article 118, oui. Le président de la République nomme au sein de la majorité... La majorité parlementaire est différente de la majorité présidentielle. On peut être dans l'opposition et être dans la majorité parlementaire. La majorité présidentielle est une famille politique. Et là, le Premier ministre... La majorité, excusez-moi, la majorité présidentielle est une famille politique. C'est un fait privé, comme le Rassemblement, comme le DPS, comme le PPRD, comme la CCU, etc. La majorité parlementaire est une catégorie constitutionnelle. C'est-à-dire le parlementaire n'étant pas astreint par ce qu'on appelle un vote obligatoire, c'est-à-dire que le député n'a pas un mandat qui peut lui être imposé par son parti, il peut être dans l'opposition et voter conformément à sa conscience. C'est pourquoi il est écrit que le mandat du député national, c'est dans la Constitution, n'est pas impératif. Donc le député peut appartenir à une opposition, mais au Parlement, voter avec une majorité parlementaire. Donc c'est différent. Donc si vous ne faites pas le distinguo entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, vous pouvez vous entremêler les pinceaux. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que le rassemblement, par la décision qui a été prise le 31 décembre 2016, a été coopté au sein de la majorité parlementaire. Vous comprenez? Mais pas dans la majorité présidentielle. Puisqu'il sera impossible à qui que ce soit de pouvoir être Premier ministre sans avoir la majorité parlementaire. Donc il y a un phénomène de cooptation, cela existe.
puisque la majorité parlementaire n'est pas une réalité privée politicienne, c'est une réalité constitutionnelle. Depuis une semaine, le Sénat et l'Assemblée nationale sont hors mandat. Certains ajoutent le président de la République également. Où allons-nous? Non, ils sont hors mandat, mais la Constitution est pourvue à cela. Au cas où il n'y a pas d'élection organisée, le Sénat qui est en place reste en place jusqu'à l'élection du nouveau Sénat. Au cas où l'Assemblée nationale n'est pas encore élue, l'Assemblée nationale qui est en place reste en place jusqu'à l'élection des nouveaux membres de la nouvelle Assemblée nationale. Le président de la République qui est en fonction reste en place, exerce ses attributions jusqu'à l'élection et l'installation du nouveau président de la République. C'est ça la Constitution. Il n'y a pas un autre texte qui nous régit, à ma connaissance. Voilà pourquoi vous jouez la montre par rapport à la Cinco, à l'arrangement particulier. Ça, c'est vous qui le dites. S'ils ont présenté 3 noms et qu'on n'a pas répondu, on pourrait alors parler de jouer la montre. Nous attendons les 3 noms. Les élections en 2017, est-ce que sérieusement ils auront lieu? Je ne suis pas l'organisateur des élections, ni le porte-parole de l'institution qui organise les élections. Vous la connaissez bien, c'est la CENI. Et je pense qu'hier, le président Corneille Nangaa a dit que les élections seraient organisées fin 2017. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je serais amené à le contredire. Dernièrement, il y a eu également cette polémique après les déclarations du ministre du Budget qui alertait l'opinion que le gouvernement ne serait pas en mesure de réunir le budget qu'il faut pour l'organisation des élections. Non, il a parlé d'un chiffre. Il n'a pas dit le budget qu'il faut pour les élections. Il faut pas. Quand vous citez quelqu'un, il vaut mieux le citer verbatim. Il a dit qu'on ne peut pas réunir 1,8 milliard. C'est ça le budget des élections? Non, ce n'est pas le budget des élections qui sont prévues pour cette année, madame. 1,8 milliard, c'est le budget de toutes les élections. Et vous savez qu'il y a aussi des élections locales qui pourraient ne pas avoir lieu cette année. Mais il a parlé de 1,8 milliard difficile à réunir au cours d'un exercice budgétaire. Il a plus parlé en expert qu'en politique. Et si mes connaissances sont bonnes, si je me souviens, le président de la CENI a recadré ces calculs que vos collègues se sont amusés à faire pour dire qu'il y avait déjà des dépenses qui ont été faites sur le 1,8 milliard déjà en 2016, d'autres qui sont en train d'être faites, d'autres qui sont en train d'être couvertes par l'intervention des FRDC, puisque c'est quoi ce budget de 1,8 milliard? C'est aussi les affrètements d'avions. Mais à ma connaissance, les FRDC ont donné 5 avions gros courriers à la CENI. Ça réduit le nombre, ça réduit le montant qui est dû. La MONUSCO donne à la CENI des hélicoptères. Ça réduit d'autant le montant qui est dû. Donc on a estimé, je pense, à 500 millions ce qui était nécessaire pour arriver à avoir des élections cette année-ci, si je me souviens bien de ce que le président de la CENI avait annoncé. Donc ne prenez pas le chiffre global des élections pour faire peur aux Congolais. Alors, tout ça, organiser les élections, nommer un Premier ministre, c'est l'enjeu des discussions de la Cinco. Dans la foulée, KTB Katoto est revenu au pays et c'est comme si on lui avait déroulé le tapis rouge. Pourquoi ? Un Congolais qui revient au Congo, le problème ne devrait même pas se poser à mon avis. Je ne sais pas pourquoi la question se pose. Si vous partiez en Europe pour une raison ou une autre et que vous reveniez, pourquoi est-ce que nous devrions en discuter? Pourquoi le porte-parole du gouvernement devrait commenter cela? KTB est congolais, il était en Europe, parce que la liberté de circuler est garantie par la Constitution. Il a estimé bon de revenir au Congo. Pourquoi ça doit devenir un sujet de polémique? Il est revenu dans son pays. Il est revenu après plus de 20 ans à l'étranger. Il est sous le coup d'une condamnation pour meurtre. À ma connaissance, il a été ici il y a 3 mois. Parce que je connais M. KTB. Oui. Il a été ici il y a 3 mois. Je l'ai vu, ici à Kinshasa. Donc, ce n'est pas depuis 20 ans. Vous n'avez pas la bonne information. Il est condamné par contumace pour meurtre à Lubumbashi. C'est la justice qui sait cela. Ce n'est pas de mon ressort. Alors, il y a absolution ou... Ce n'est pas de mon ressort.
Moi, je ne sais pas vous dire s'il y a absolution ou quoi. Je suis porte-parole du gouvernement, je ne suis pas porte-parole du parquet qui exécute les décisions de justice. Madame, posez la question au procureur général de la République. Mais on sait qu'il y a prescription pour les meurtres. Les prescriptions, c'est 10 ans. Pour le meurtre de Chebea, par exemple, il a été assassiné en 2010. On sait qu'en 2020, on n'en parlera plus. Mais il y a des gens qui sont en prison pour le meurtre de M. Chebea. Je parlais de prescription. Oui. Par exemple, je donnais un exemple de prescription de 10 ans pour les meurtres. Mais je ne connais pas le dossier de M. KTB, moi je ne suis pas juge. J'ai étudié un peu de droit, mais je suis au gouvernement. Pourquoi vous me posez des questions sur le fonctionnement de la justice? Alors, KTB revient tranquille, Moïse Katumbi peut aussi revenir tranquille. Mais bien sûr, puisqu'il est congolais. Mais s'il a des problèmes avec la justice sait ce qu'il fera de lui. Pourquoi vous me posez la question à moi? Moi je ne suis pas dans l'appareil judiciaire. C'est la justice. Un jour, vous pouvez inviter un responsable du parquet général de la République et lui poser des questions sur des gens qui ont des dossiers judiciaires. Je vous le propose. Mais moi, je suis porte-parole du gouvernement. Je me limite à cela. Au lendemain de la mort d'Etienne Tshisekedi, Moïse Katumbi a annoncé qu'il revenait au pays et j'ai lu vos déclarations sur certains sites, certains médias en ligne. Vous disiez ceci exactement: si Moïse Katumbi revient, bon, il sait ce qu'il attend. Autrement dit, on va l'arrêter. C'est vous qui dites, vous avez ajouté quelque chose. Moi j'ai dit, il sait ce qu'il attend. Et vous dites, ça veut dire qu'on va l'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sait ce qu'il attend, ça veut dire qu'on va l'arrêter. On a compris entre les lignes. Français, madame. On a compris entre les lignes. Ah non, comprenez ce que vous voulez. Mais quand je dis il sait ce qu'il attend, même M. KTB en venant, il savait ce qu'il attendait. Qu'est-ce qu'il attend? Il attendait, il savait à quel hôtel il va habiter, il sait ce qu'il vient faire, quels sont les amis politiques qui l'attendent, quels sont ceux avec qui il ne va pas s'entendre, quelle fonction il va chercher à briguer. Dire il sait ce qu'il attend, ça veut dire simplement qu'on va l'arrêter. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu dans la recherche du sensationnel? Permettez-moi vraiment de m'opposer à cette façon d'interpréter les choses. J'essaie de comprendre. Oui. Quand vous dites par rapport à Moïse Katumbi qui sait ce qu'il attend, ça veut dire quoi? Sérieusement? Ça veut dire qu'il sait ce qu'il attend. Ce n'est quand même pas un gamin. Lorsqu'il revient dans un pays, c'est un homme politique, il sait ce qu'il attend. Moi aussi, si je vais en Europe et que je reviens, je sais ce qui m'attend. Je sais si ma femme m'attend à l'aéroport. Je sais si mon enfant a des problèmes à l'école et que je dois résoudre les problèmes de mes enfants. Je sais ce qui m'attend. Dire cela, ça veut dire menacer quelqu'un. Sincèrement. Je ne vois pas pourquoi vous voulez extrapoler sur les propos des gens. On a compris que KTB Katutu est candidat Premier ministre pour le compte du Rassemblement. Ça vous arrange, non? Première nouvelle, nous attendons la liste. Nous n'avons pas la liste des candidats Premier ministre jusqu'à présent. Mais ça vous arrangerait qu'il soit Premier ministre KTB Katutu? Je ne suis pas le président de la République. C'est le président qui travaille. Vous avez un avis? Non, je ne suis pas autorisé à donner mon avis puisque je ne suis pas le président de la République. C'est le président qui doit fonctionner avec un Premier ministre, qui doit estimer s'il peut travailler avec tel Premier ministre ou pas avec tel autre. C'est pourquoi on lui donne le pouvoir de nommer. Parce qu'il faut que les deux têtes de l'exécutif puissent pouvoir fonctionner en symbiose, en harmonie. Moi, je ne suis pas une des têtes de l'exécutif. C'est le président de la République qui pourrait répondre à cette question-là. Oui, j'usurperais vraiment de la qualité du président en vous répondant à cette question. Si jamais c'est un Tshisekidiste pur et dur, il n'y aura pas symbiose du tout, ça c'est clair. Ah, ça c'est vous qui le dites. Le président a travaillé avec des gens autrement plus durs. Lorsque Jean-Pierre Bemba est devenu vice-président de la République, il venait de barricades contre le président. Le président c'était un militaire. Il était sur les champs de bataille, Bemba était sur les champs de bataille, ils se sont battus. Ça ne l'a pas empêché de travailler avec M. Bemba comme vice-président de la République. Donc je pense que c'est un homme capable de travailler avec des gens qui ne pensent pas nécessairement comme lui. Et ça s'est terminé en eau de boudin, en guérilla, en plein Kinshasa. Pas du fait du président, pas du fait du président. Je pense qu'ils se sont rabibochés avant que M. Jean-Pierre Bemba n'aille se faire arrêter pour d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec notre pays. Alors, le M23 est de retour avec son lot d'insécurité, etc. On n'entend pas beaucoup le gouvernement communiquer à ce sujet. Le M23, nous avons un problème avec nos voisins parce qu'il s'agit là de citoyens congolais qui sont partis en exil après avoir fait ce qu'ils ont fait dans notre pays. Il y a un programme qui prévoit le retour dans leur pays de ses compatriotes, un programme qui est ordonné, et là nous apercevons qu'ils rentrent en armes, qu'ils tuent des citoyens congolais, et que donc les pays qui les a accueillis n'a pas fait
son travail parce qu'il fallait organiser leur retour de telle façon qu'ils puissent participer au programme de DDR, c'est-à-dire désarmés, mais ils sont revenus armés, ils tuent nos militaires, ils tuent nos populations, et c'est un problème qui a déjà fait l'objet de 2 réunions de nos 2 gouvernements, le gouvernement ougandais et le gouvernement congolais, et nous espérons trouver une solution définitive à ce problème. La presse internationale, que vous n'aimez pas beaucoup, a dit il y a 2 jours que la question de l'Est, le retour de M23, c'est justement un crime qui profite à Joseph Kabila pour qu'il reste au pouvoir. Je ne sais pas. Joseph Kabila reste au pouvoir tant qu'il n'y a pas un président élu. Si c'est le M23 qui fait que Joseph Kabila reste au pouvoir, d'où est-ce qu'il tire cela? C'est le M23 qui a rédigé la Constitution? Non. Joseph Kabila reste au pouvoir tant qu'il n'y a pas de président élu, puisque tel est le prescrit de la Constitution congolaise. Et ce n'est pas la presse internationale qui écrit la Constitution congolaise. Ce sont des interprétations. Pas encore de pénurie, mais on n'en est pas encore loin. Les stations-service qui ferment tôt, qui ouvrent tard, que se passe-t-il? Mais il y a une pratique que vous connaissez, vous qui vivez à Kinshasa comme moi, depuis des dizaines d'années. Chaque fois qu'on annonce la revision des prix des produits pétroliers, il y a une tendance chez les distributeurs à faire de la rétention de la marchandise pour pouvoir vendre un peu plus cher ce qu'ils ont en stock. C'est une infraction, c'est un délit. Le ministère de l'économie les a même mis en garde, mais je n'ai aucun doute que lorsqu'ils se seront mis d'accord sur les nouveaux prix, nous allons avoir la fluidité habituelle dans la distribution des produits pétroliers. Avec une hausse sûrement? Ah oui, absolument, puisque vous savez que ces prix sont fluctuants par rapport au prix moyen frontière, par rapport à ce que les raffineurs mettent comme prix, etc. Nous ne sommes pas producteurs significatifs de pétrole, nous ne raffinons même pas le pétrole que nous produisons, donc nous sommes dépendants des évolutions du marché extérieur pour ça. En économie, il y a cette méfiance des Congolais par rapport aux billets à valeur faciale élevée. La Banque centrale du Congo a calmé la tempête et le gouvernement n'a rien dit. La Banque centrale du Congo est indépendante, madame. Je voudrais vraiment que vous compreniez comment fonctionnent les institutions dans un pays. Vous interpellez le gouvernement sur des responsabilités qui relèvent de la justice. Non, la justice est indépendante. Maintenant, vous m'interpellez sur des problèmes monétaires. La Banque centrale du Congo est l'autorité, la seule autorité monétaire du pays. Je ne peux, pour calmer la tension, comme vous dites, que confirmer les propos de gouverneur de la Banque centrale. Il y a effectivement des billets qui ont cours légal que certains commerçants refusent parce qu'il y a eu des bruits selon lesquels ces billets, certains d'entre eux ont fait l'objet de faux monnayage. Et le gouverneur, avec ses services, ont indiqué à tous ceux qui manipulent les billets de banque comment faire pour découvrir les faux billets et les distinguer des vrais billets. Il faut suivre ces communications et nous facilitons les choses. À la RTNC, on fait passer ces communiqués pour faciliter aux gens de comprendre que ces billets de 5 000, 10 000, 20 000 ne sont pas nécessairement faux. Que pour reconnaître un faux billet d'un vrai billet, il faut suivre les indications que la Banque centrale a données. C'est tout ce que nous pouvons faire. Pour le reste, c'est la Banque centrale qui est l'autorité monétaire qui dit que ces billets ont cours légal et qu'on n'a pas le droit de les refuser, sauf s'ils sont faux. Et on vous dit comment découvrir qu'un billet est faux. Il suffit de frotter le numéro, vous verrez que ça part. Mais un vrai billet, vous avez beau frotter, ça ne part pas. Il suffit de le regarder sur la lumière, vous verrez qu'il y a un effet caméléon, c'est-à-dire que la couleur change. Si vous voyez que la couleur ne change pas, vous savez que c'est un faux billet. Immédiatement alertez la police. C'est tout ce que le gouverneur a dit et que nous soutenons. Pour le reste, chacun fait son travail, c'est l'autorité monétaire. Les inondations un peu partout à Kinshasa, chaque pluie amène son lot de morts, urbanisation zéro, la gestion des ordures ménagères est une véritable calamité. C'est un problème sérieux dans toutes les grandes villes du monde. Un internaute s'est amusé à mettre un peu sur la même affiche Paris après une pluie, Washington après une pluie, Londres. Je pense Londres aussi après une pluie et Kinshasa après une pluie. Exactement la même chose. Nous avons un problème
le même problème que les autres. Mais ce n'est pas les mêmes causes. C'est pas les mêmes causes. Ah oui, si. Ce sont les mêmes causes. Ce sont les cours d'eau qui sortent de leur lit. Mais bien sûr, ici aussi, les cours d'eau sortent de leur lit. En plein Gombe. Oui, bien sûr. En plein Gombe, en plein Lingala. Il y a des cours d'eau qui passent par Gombe et qui peuvent sortir de leur lit. Mais effectivement, nous pourrions limiter les dégâts si nous faisions un peu plus d'hygiène. Et donc là, l'autorité municipale a du pain sur la planche. Alors, je vais terminer par cette question. Quand j'ai annoncé que je vous recevais, il y a des gens qui ont dit ceci par rapport. Je vais y revenir, même si ça fait une discussion entre nous sur ces contradictions. Il n'y a pas de contradiction. S'il vous plaît, vos déclarations et contre-déclarations. Non, est-ce que vous ne pouvez pas faire un mea culpa pour dire, il n'y a pas eu de les contradiction. Mecs, sur ce coup-là, je me ne suis ferai planté. pas de mea culpa pour faire plaisir à des gens qui veulent nous discréditer inutilement et sans aucun fondement. Il n'y a pas de contradiction. Montrez-moi la moindre contradiction entre le premier communiqué du gouvernement et le dernier. Aucune contradiction. De tous les temps. Mais aucune contradiction. Okay. Le 21 décembre, il y a eu des affrontements. Fin décembre, il y a eu des arrestations. Au mois de février, il y a une vidéo qui passe, qui n'a rien à voir avec les causes pour lesquelles nous avons arrêté des militaires fin décembre. Alors nous disons cela et nous envoyons des magistrats pour enquêter sur ces faits qu'on montre dans la vidéo. Où est la contradiction? D'accord. Je ne vois pas de contradiction. On va terminer, Monsieur le ministre. Oui. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que la République démocratique du Congo continue et continuera pendant longtemps à faire l'objet de beaucoup de convoitises. Et vous savez, tous ces commentaires désabusés, tous ces commentaires méprisants contre le gouvernement, contre les institutions congolaises ne sont pas gratuits. Vous savez, les gens veulent nous prouver à nous-mêmes que nous sommes incapables de nous prendre en charge parce qu'ils ont le regard sur nos potentialités, parce qu'ils estiment que les richesses qui sont dans ce pays ne méritent pas d'être gérées par nous, fils de ce pays. Que ce soit un nouveau gouvernement, que ce soit un nouveau président, ça continuera. Parce que ça a commencé en 60 et ça continue jusqu'aujourd'hui. Pourtant, nous avons changé 4 présidents. Vous vous rendez bien compte qu'il n'est pas facile d'être le Congo. Mobutu disait, il n'est pas facile d'être le Zaïre. Moi, je vous dis maintenant, il n'est pas facile d'être le Congo. Il faut avoir le courage de s'assumer. Ce pays est à nous. Beaucoup de gens nous l'envient et ils veulent nous ôter toute possibilité de vouloir le gérer parce qu'ils veulent le gérer à notre place. Et la meilleure façon de le faire, c'est de nous faire perdre confiance en nous-mêmes. D'où ces attaques contre nos institutions, quelles qu'elles soient. Il faut savoir y résister. Il faut faire confiance aux institutions, même celles qui viendront demain, feront face aux mêmes attaques parce que les mêmes convoitises continueront, parce qu'il y a des parties du monde qui sont en train de tomber en décadence, en régression maintenant, et qui veulent s'accrocher sur les riches potentialités de notre pays pour pouvoir se sauver de ce naufrage. Il faut faire très attention. Cette question qui me revient à l'esprit, Monsieur le ministre, irez-vous aux funérailles d'Étienne Tshisekedi? Naturellement que j'irai aux funérailles de M. Tshisekedi. C'est la personne qui m'a offert mon premier poste de ministre. Depuis que j'ai terminé mes études, j'ai été ministre pour la première fois de M. Tshisekedi dans le gouvernement d'Union nationale issu de la conférence nationale souveraine. Et c'est une personnalité de l'ex-province du Kasaï, l'ensemble du Kasaï dont je fais partie. Quoi que vous soyez sur cette liste noire des indésirables Matanga? On a arrêté la personne qui a diffusé ces listes noires parce qu'il croyait aussi être à l'abri des réseaux sociaux. Il est en train de passer en jugement. Et ce n'est pas l'UDPS qui a publié cette liste. Nous connaissons cette personne, elle vient de Matadi. Vous n'avez pas peur de vous faire lyncher là-bas? Personne ne me lynchera. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est fini pour ce débriefing. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.